L'aéroport vibrait déjà de ce mélange étrange d'excitation et de frustration que seuls les voyageurs peuvent ressentir. Des familles jonglant avec leurs poussettes et leurs souvenirs. Des aventuriers solitaires serrant leurs cartes d'embarquement comme des bouées de sauvetage. Et des hommes d'affaires rivés à leurs écrans, le regard perdu dans les emails affichés sur le tableau des départs. Moi, j'essayais juste d'arriver à Moïse sans encombre. Un siège tranquille près du hublot. Un casque anti-bruit prêt à étouffer le bruit du monde, et un podcast en boucle pour chasser les souvenirs qui semblaient me suivre comme une ombre persistante. J'avais même souri à l'hôtesse de l'air en embarquant, chose que je n'avais pas faite depuis un moment, espérant peut-être, juste peut-être, que ce serait le vol paisible dont j'avais besoin pour me changer les idées. Je me suis installé dans mon siège, le 22A, en glissant mon petit sac à dos sous le siège devant moi, j'ai ajusté mon casque et j'ai regardé le dernier épisode de ce podcast historique. J'ai aimé. Quelque chose sur les cités perdues et les trahisons anciennes qui était étrangement réconfortant. Le bourdonnement des moteurs de l'avion était un bruit blanc. Je pouvais embrasser le murmure des passagers, un bus lointain et insignifiant. J'ai pris une grande inspiration, laissant mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une sensation proche du calme. Ce calme a été de courte durée. Un bruit sourd a brisé le fragile morceau de siège lorsque quelqu'un s'est effondré, non, s'est écrasé sur le siège à côté de moi, m'envoyant un coup de coude dans les côtes. J'ai retiré mes écouteurs et me suis retourné, sur le point de murmurer un « excusez-moi » poli, qui ressemblait davantage à un grognement. Puis sa voix m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, douce et pourtant tranchante, imprégnée de ce ton si caractéristique que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Tiens, si ce n'est pas le décrocheur. Le surnom a glissé entre nous comme une lame froide. Je me suis retourné et elle était là, une Cambria, mon ex-femme. Les mêmes cheveux parfaitement coiffés, maintenant avec des mèches qui ont probablement coûté plus cher que mon vol. Les mêmes boucles d'oreilles en diamant, plus grosses que celles que je l'avais aidé à choisir quand on jouait à la maison dans un appartement en ruine. Et le même sourire narquois qu'elle avait arboré quand elle m'avait quitté pour des pâturages plus verts, des comptes en banque plus verts. Son parfum m'a ensuite frappé, un parfum de créateur qui sentait l'argent, comme le genre de vie qu'elle avait toujours désiré et que je ne pouvais jamais me permettre. J'ai essayé de ne pas inspirer trop profondément. C'était un parfum qui avait autrefois été synonyme de nuits emmêlées au lit et de promesses murmurées. Maintenant, il ne signifiait plus rien d'autre qu'un rappel de tout ce que j'avais perdu. J'ai essayé de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace. Cambria. J'ai prononcé son nom comme si je l'essayais. Elle me va toujours, malheureusement. Elle s'est penchée en arrière, son expression mêlant joie et incrédulité. Imagine te trouver ici, a-t-elle dit, la voix pleine de fausses surprises. Voyager en classe économique? Tu vis toujours le rêve, hein? Son regard s'est posé sur mes écouteurs. Le podcast s'est arrêté à l'écran. Prends-toi aussi un siège côté hublot. Mignon. Je me suis détourné, me concentrant sur les nuages derrière la vitre. Le tarmac rétrécissait lentement tandis que l'avion s'apprêtait à rouler. J'ai pensé l'ignorer, faire comme si elle n'était qu'une passagère parmi tant d'autres. Mais j'ai appris à mes dépens qu'ignorer Cambria ne fonctionnait jamais. Elle se nourrissait de réactions qui s'en nourrissaient. En fait, je suppose que certaines choses ne changent jamais, a-t-elle dit, son ton soudain si tranchant qu'il aurait pu couper l'acier. Elle s'est penchée, la voix plus basse. Tu joues encore à être quelqu'un, Jalen? Ou es-tu juste un autre marginal avec un siège côté hublot et de grands rêves qui n'ont jamais décollé? J'ai serré les mâchoires, forçant mon regard à fixer l'horizon. Je me suis promis de ne pas la laisser m'atteindre. Mais elle avait toujours le don de trouver les points faibles, de les piquer jusqu'au sang. Me contente de te voir aussi, Cambria, ai-je murmuré d'un ton neutre, mais égal. Elle a ri, un petit rire mordant qui a attiré l'attention de la dame plus âgée de l'autre côté de l'allée. Oh, Jalan, dit-elle en se penchant en arrière avec un soupir de satisfaction. Mais tu as toujours été si prévisible. Je pensais que tu m'impressionnerais avec ton charme et ton diplôme à moitié terminé. Regarde-toi maintenant. Même vêtements bon marché, mêmes yeux hantés. Je me suis trémoussé sur mon siège, réprimant l'envie de répondre. J'avais laissé cette dispute derrière moi depuis des années. Elle ne méritait pas l'énergie qu'il faudrait pour argumenter, mais mon silence ne semblait que l'amuser davantage. Tu sais, mon mari ne prendrait jamais l'avion en classe économique, a-t-elle poursuivi en agitant ses ongles parfaitement manucurés comme si elle me jetait avec des peluches imaginaires.
J'ai privé uniquement. On revient tout juste de Capri. En fait, tu en as peut-être entendu parler. L'Italie, la côte amalfitaine. Ah oui. C'est sûrement pas ton truc. Elle a souri. Tout en dents de scie, mais bon, au moins tu as eu la place côté hublot. Rêve grand, Jalen. Ces mots ont déferlé sur moi, lourds et denses. J'aurais voulu lui parler du poste que je venais de décrocher à Moï. Du petit restaurant dans lequel j'avais investi avec mon ami Bob, de la façon dont j'avais enfin trouvé la paix dans une vie où elle n'était plus présente. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Cambria ne voulait pas entendre parler de mes succès. Elle voulait me voir petit, et je refusais de lui donner cette satisfaction. Alors, j'ai fait ce que j'avais appris à faire quand le monde me faisait des surprises. J'ai remis mes écouteurs, appuyé ma tête contre la vitre et laissé ces mots se fondre dans le vrombissement des moteurs. Dehors, le ciel était une douce toile de nuages et de lumière déclinante. Je me suis concentré sur cela, laissant la possibilité d'un nouveau chapitre, un chapitre sans elle, apaiser la tension dans ma poitrine. Elle m'a donné un coup de coude, assez brusque pour me sortir de ma rêverie. « Eh bien, décrocheur, mec », a-t-elle dit, un sourire malicieux aux lèvres. « Profite bien de ton petit podcast. Je serai en première classe, là où les gens comme moi ont leur place. » Elle se leva d'un air vexé, agitant ses cheveux comme un étendard de triomphe, et disparut dans l'allée à la recherche de son luxe. Je la regardais partir, son parfum s'estompant comme un mauvais souvenir. Le siège à côté de moi semblait plus léger, l'air moins étouffant. Pour la première fois depuis longtemps, je laissai échapper un long soupir et réalisai que je n'avais plus besoin de son approbation. Le hublot encadrait un ciel immense, des possibilités infinies s'étendant au-delà de l'horizon. Je souris intérieurement. Qu'elle vive sa vie en première classe. J'avais mon propre vol à prendre, et cette fois, je volerais seul. Le vol avait à peine atteint son altitude de croisière que Cambria entamait son deuxième acte. Déterminée à ce que je ressente chaque centimètre de la distance qui nous séparait, elle disparut en première classe un moment, commandant probablement du champagne et cherchant quel millionnaire ou influenceur elle allait impressionner ensuite. Mais maintenant, elle était de retour, son sac à main de créateur en équilibre sur la coudoir comme un trophée. Ses lèvres esquissèrent un sourire narquois presque affectueux. Dans sa cruauté. « Alors, Jalan », dit-elle en prononçant mon nom comme un secret qu'elle avait hâte de partager. « Dis-moi, toujours en classe économique. » Elle n'attendit pas de réponse. Son regard se posa sur mon jean et mon t-shirt simple comme s'ils étaient des preuves dans un procès qu'elle avait déjà gagné. Je pris une longue inspiration, me rappelant les palmiers qui m'attendaient à Moï, l'air marin qui se fichait de ses marques de créateur ou de son mari milliardaire. J'essayais d'imaginer le sable entre mes orteils, le soleil sur mon visage. Tout sauf la façon dont sa voix me donnait l'impression d'avoir 16 ans à nouveau, debout devant la maison de ses parents, me demandant comment quelqu'un comme moi avait pu trouver sa place dans son monde. Toujours en classe économique, dis-je doucement, sans la regarder. Ça me mène là où je dois aller. Elle rit, d'un rire trop aigu pour la petite cabine. Les têtes se tournèrent. Même l'homme d'affaires d'en face leva les yeux de son ordinateur portable, son regard passant de l'un à l'autre comme s'il assistait à une émission de télé-réalité. Cambria se pencha, son parfum m'enveloppait comme un filet dont je ne pouvais me défaire. « Bien sûr que si », dit-elle d'une voix mielleuse et acide. Pendant ce temps, Mike, mon mari, insiste pour les jets privés. Il dit, la vie est trop courte pour se contenter de moi. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme un couteau entre mes côtes. Tu imagines ça, Jalen? Jamais faire la queue, jamais partager un accoudoir avec des inconnus. Juste toi, un verre de Périgon dans le ciel. Ses yeux pétillaient de triomphe, comme si elle venait de porter le coup de grâce. Je me tournai alors vers elle, le regard fixe. J'aurais voulu lui dire que j'avais déjà volé en solo plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Que j'avais senti le joug dans mes mains, le souffle d'air lorsque les roues quittaient le sol, que j'avais pris l'avion pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'argent et tout à voir avec la liberté. Mais elle ne comprendrait pas, alors j'ai simplement hoché la tête. Ça a l'air bien, dis-je. Ma voix était calme, refusant de lui offrir la réaction qu'elle désirait. Son sourire narquois vacilla une fraction de seconde. C'était si rapide que j'aurais pu l'imaginer. Elle se redressa sur son siège, les lèvres pincées comme si elle avait goûté quelque chose d'aigre. « Tu as toujours été si facile à satisfaire », dit-elle finalement d'un ton dédaigneux.
Et j'imagine que certaines personnes ne peuvent pas viser plus haut. Elle sortit son téléphone, puis ses ongles parfaitement manucurés dansèrent sur l'écran. Elle envoyait probablement un SMS à Mike, ou peut-être à une amie, au sujet du raté qu'elle venait de croiser. Je détournai le regard, me concentrant sur les nuages derrière le hublot. Ils dérivaient lentement, indifféremment, inconscients du drame qui se jouait dans la cabine exiguë. L'avion bourdonnait de conversations tranquilles et de quelques tintements de glaçons et de gobelets en plastique. J'essayais de me perdre dans ce bruit blanc, mais la présence de Cambria pesait sur moi comme un poids que je ne pouvais pas déplacer. Des souvenirs me trottaient dans la tête. Sa façon de me sourire lors des repas a emporté bon marché. Les conversations nocturnes sur des rêves que nous n'avions même pas encore formulés. Les promesses que nous nous étions murmurées et qu'aucun de nous n'avait tenues. J'avais cru à chaque mot. Elle avait cru à la meilleure solution. Peut-être avais-je toujours su qu'une part de moi-même, enfouie sous l'espoir et la fierté, était enfouie. J'ai fermé les yeux et laissé le grondement des moteurs combler le silence entre nous. Mais cela n'a pas duré. La voix du commandant de bord grésillait dans le haut-parleur. Calme mais pressante. Mesdames et messieurs, s'il y a un pilote breveté à bord, veuillez en informer immédiatement l'équipage. Mon cœur s'est arrêté. Les mots semblaient suspendus dans l'air. Lourd et impossible. J'ai ouvert les yeux. Le sourire narquois de Cambria avait disparu, remplacé par quelque chose de brut. De l'incertitude, peut-être même de la peur. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. « Ils ont dit pilote ?» a-t-elle demandé d'une voix soudain faible, la bravade s'évanouissant comme une masse trop lourde à porter. L'hôtesse de l'air est apparue dans l'allée. Je scrutais les passagers. Son regard se posa sur moi avec un désespoir que je n'avais pas vu depuis l'époque où j'étais pilote. « Monsieur » dit-elle d'une voix tremblante. « Êtes-vous Hélène Rivers ?» L'espace d'un instant, j'eus l'impression que le monde évoluait au ralenti. La main de Cambria jaillit, agrippant mon bras comme si j'étais le seul être solide qui restait. Ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. « À toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Je me levai lentement, mon esprit changeant déjà de vitesse. Les années d'entraînement se réveillant comme une mémoire musculaire. Je voyais la porte du cockpit à l'avant de l'avion. Fermée, mais pas verrouillée. Je savais ce qui m'attendait de l'autre côté. La peur, la panique, peut-être pire. Je me tournai vers elle, le visage calme, la voix posée. « Juste un vieux rêve qui se referme », dis-je. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais j'étais déjà en mouvement. L'allée s'étendait devant moi comme une piste d'atterrissage. Les autres passagers se fondaient dans l'ombre. Les parois de l'avion semblaient respirer, animées de possibilités que je n'avais pas ressenties depuis des années. Chaque pas était comme une réappropriation, un rappel de qui j'avais été et de qui j'étais encore. Un pilote, un survivant, quelqu'un qui n'avait besoin ni de son approbation ni de ses insultes pour connaître sa valeur. Alors que j'atteignais l'avant de l'avion, l'hôtesse de l'air s'écarta, les yeux brillants d'espoir. La porte du cockpit se dressait. Devant moi, un défi et une invitation. J'attrapai la poignée, prenant une pause, le temps de reprendre mon souffle. Derrière moi, la voix de Cambria s'éleva à nouveau, tremblante, dépouillée de sa cruauté. J'allant, aplatait-elle, mais je ne me retournai pas. Certains moments sont trop importants pour être gâchés par le passé. J'ai poussé la porte et suis entré, prêt à décoller. La porte du cockpit s'est refermée derrière moi avec un léger clic, mais le vacarme dans ma tête était assourdissant. Des années d'entraînement, le poids des simulations, le poids de chaque examen, de chaque évaluation, de chaque situation stressante. J'ai fait appel à ma mémoire musculaire. Tout cela a déferlé comme un raz-de-marée. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains restaient fermes. J'ai pris une inspiration, me concentrant sur les rangées d'interrupteurs, les voyants clignotants, le jaune d'œuf qui semblait être le prolongement de mes bras. C'était mon espace, mon domaine. Même si j'avais été contraint de troquer un uniforme contre une vie plus simple, je n'aurais jamais vraiment lâché le ciel. Le commandant de bord était affalé contre le siège, le visage pâle et luisant de sueur. Une hôtesse de l'air se tenait non loin, le visage mêlé de peur et d'espoir, les mains tremblantes, tenant une petite trousse médicale qui, visiblement, n'était pas suffisante. J'ai jeté un coup d'œil au copilote. Même son de cloche. Masque à oxygène. L'air était détendu, féodal,
et je sentais l'odeur âcre de l'antiseptique et le goût métallique de la panique. J'ai fait un signe de tête à l'hôtesse. Je m'en occupe, ai-je dit d'une voix ferme. Elle a hésité, puis m'a lancé un regard reconnaissant et s'est esquivée hors du cockpit, fermant la porte derrière elle. Je me suis glissé dans le siège du commandant de bord, le cuir frais et familier sous mes paumes. Chaque centimètre du tableau de bord devant moi était une langue que je parlais couramment, même après toutes ces années. Mes yeux scrutaient les instruments, l'altitude se maintenant stable, le niveau de carburant stable, le pilote automatique engagé, mais attendant maintenant des mains expertes. J'ai ajusté le casque, le grésillement de la radio, un son bienvenu. M'aidait, ai-je commencé d'une voix ferme, malgré mon pouls battant la chamade. Ici le vol 482. Pilote en incapacité. Pilote breveté aux commandes, demandant des instructions immédiates. Un silence a suivi. Puis la voix calme et précise d'un contrôleur aérien a empli mes oreilles. Vol 482, bien reçu. Indiquez votre expérience et votre cap actuel. Je racontai rapidement les détails. Mon expérience dans l'aviation, les certifications encore valides, les milliers d'heures qui avaient fait de moi, de novice, un pilote au nerf d'acier. Je jetai un coup d'œil dans le reflet du cockpit et m'aperçus. L'homme qui me regardait n'était pas le décrocheur que Cambria aimait à rabaisser. C'était à nouveau le capitaine Rivers, quelqu'un qui avait affronté des tirs réels et en était ressorti haletant, quelqu'un qui savait ce que signifiait avoir une vie entre ses mains et n'avait jamais bronché. L'avion s'inclina légèrement tandis que j'ajustais le cap, une turbulence secoua la cabine, et je pouvais presque sentir le halètement collectif des passagers derrière moi. Mes mains se mirent à bouger automatiquement, lissant le volant, effectuant d'infimes corrections, stabilisant l'appareil comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Vol 482. La voix du contrôleur résonna à nouveau, calme mais pressante. On vous guide vers Moïse. Pouvez-vous maintenir le cap 270 et descendre à 10 000 pieds? Affirmatif, répondis-je. Je descendais à 10 000. Ma voix était calme, posée, contrastant fortement avec le nœud serré dans ma poitrine qui ne se détendrait pas avant que les roues ne touchent le sol. Chaque seconde dans ce cockpit me semblait une éternité. Le vrombissement des moteurs, le rythme des instruments, les ombres changeantes des nuages au dehors. C'était une symphonie qui m'avait manqué, un rappel de qui j'étais avant que la vie ne me fasse dévier de ma trajectoire. Je me souvenais de mon instructeur dans les airs, un homme nerveux à la voix grave et aux yeux d'acier. Voler est une danse, m'avait-il dit. On ne combat pas l'avion, on le dirige. On lui fait confiance, me murmurai-je à présent, un mantra qui calmait l'adrénaline dans mes veines. Et dirige-le, dis-je doucement, mes doigts dansant sur les commandes. Fais-le te confiance. L'interphone grésilla et j'appuyai sur l'interrupteur. Mesdames et messieurs, voici votre pilote par intérim, Gelen Rivers. Une urgence médicale s'est produite dans le cockpit. Je suis pilote breveté et je suis aux commandes de l'avion. Nous sommes en route pour Moïse. Veuillez rester calme et suivre les instructions de l'équipage. J'ai relâché l'interrupteur et expiré, espérant que ma voix avait suffisamment d'autorité pour apaiser la panique qui, je le savais, se propageait dans la cabine comme un courant électrique. Un mouvement a attiré mon attention. Cambria. Elle se tenait à la porte du cockpit, le visage pâle, les yeux écarquillés. On aurait dit une enfant perdue dans la tempête. Pour la première fois depuis notre divorce, son expression était dénuée de cette assurance invincible. Elle n'a pas parlé. Elle m'a juste fixé du regard, la bouche ouverte et fermée comme si elle avait oublié le fonctionnement des mots. Je l'ai regardée fixement. Tout va bien, ai-je murmuré, ma voix trop basse pour que le casque puisse la capter. Elle a cligné des yeux, brillants comme si elle allait pleurer. Puis elle a hoché la tête, un léger tremblement, et a disparu dans la cabine. L'espace d'un instant, je me suis laissé remémorer les nuits passées à étudier les manuels de vol ensemble, affalés sur le sol du salon. Sa tête sur mon épaule tandis que je traçais les schémas au crayon, lui expliquant des choses qu'elle n'avait jamais voulu comprendre. La façon dont elle m'avait embrassé avant mon premier vol solo, murmurant « Montre-leur qui tu es ». Je l'avais fait. Et quelque part, en chemin, elle avait cessé de se soucier de qui c'était. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais elle a vite fait place à la concentration. Des vies dépendaient de moi maintenant. La sienne y compris. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai ajusté les volets, vérifié l'altimètre et écouté le bavardage rythmé de la tour me guider. Mes mains fonctionnaient automatiquement.
Je m'entraînais à une chorégraphie qui me rapprochait de la côte de Maui à chaque seconde qui passait. La voix du contrôleur était ferme. Vol 482, vous êtes autorisé à approcher. Vendée à 12 nœuds. Piste 8, dégagée. Bien reçu, ai-je répondu d'une voix forte. Autorisé à l'approche. J'ai guidé l'avion plus bas, l'océan scintillant comme du verre sous les ailes. Je pouvais presque sentir l'air salin, sentir l'humidité m'envelopper comme une étreinte. La piste est apparue, un ruban argenté de sécurité après le plus long vol de ma vie. Mes mains étaient fermement sur le volant. Je sentais l'avion répondre à mon contact, obéissant et sûr. Alors que les roues touchaient le sol avec un bruit sourd et satisfaisant, j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Les freins se sont serrés, les moteurs ont rugi jusqu'au ralenti, et l'avion a roulé jusqu'à un arrêt lent et régulier. Des applaudissements ont fusé derrière moi, un son qui ressemblait à une vague chaude déferlant sur mon cœur meurtri. Je me suis tourné vers le reflet dans la vitre du cockpit et j'ai laissé un léger sourire effleurer mes lèvres. Je n'étais pas un décrocheur. J'étais le capitaine Rivers, et je venais de ramener 200 âmes saines et sauves. La porte de la cabine s'est ouverte. L'hôtesse de l'air, les larmes aux joues, m'a pris la main. « Merci », a-t-elle murmuré. J'ai simplement hoché la tête, l'adrénaline s'estompant, me laissant vide mais vivant. Je me suis levé, j'ai redressé ma chemise et je suis retourné dans la cabine. Les passagers m'observaient comme si des ailes me poussaient. Mais c'était le visage de Cambria que je voyais. Elle était assise à son siège, les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je me suis contenté de secouer la tête. Nul besoin de mots. J'avais déjà tout dit dans le ciel. La porte du cockpit se referma derrière moi avec un léger clic, mais le silence était tout sauf réconfortant. L'air était tendu, électrique, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je me suis glissé dans le siège du commandant de bord, sentant la texture familière des commandes sous mes doigts, comme un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le siège du copilote était vide maintenant, les ambulanciers l'ayant emmené dans la cuisine où les hôtesses de l'air faisaient de leur mieux avec de l'oxygène et des défibrillateurs. Mes mains bougeaient automatiquement. Une mémoire musculaire de l'époque où j'étais en vol. Actionner des interrupteurs, vérifier les instruments. Altimètre stable, réservoirs équilibrés, pilote automatique engagé, mais lâche. Pas une seule main sur le volant pendant au moins 10 minutes. Mes doigts agrippèrent la manette des gaz et, l'espace d'un instant, je fermai les yeux, laissant le ronronnement du moteur apaiser les martèlements dans ma poitrine. C'était mon moment. Celui que j'avais fui tant d'années auparavant, lorsqu'un accident d'entraînement m'avait cloué au sol, les yeux fixés sur une décharge médicale qui avait ressemblé à une condamnation à mort. Mais même alors que j'essayais de me construire une nouvelle vie loin des nuages, le ciel ne m'avait jamais vraiment lâché. Je me surprenais à fixer les traînées de condensation, les mains tremblant comme si elles sentaient le manche à balai dans ma main, le vent dans mes cheveux. Et maintenant, à 9000 mètres au-dessus du Pacifique, Fa me donnait une nouvelle chance. Je n'allais pas la gâcher. Tour, ici le vol 482, dis-je dans le casque, la voix calme malgré l'adrénaline qui me submergeait. Urgence médicale dans le cockpit. Je suis pilote breveté, formé au pilotage, avec des heures de vol commercial à mon actif, et je demande des vecteurs immédiats pour l'approche. Il y eut un silence, la seconde la plus longue de ma vie, puis la voix de la tour revint, ferme et posée comme celle d'un vieil ami. Vol 482, bien reçu, confirmant le type et l'expérience. Nous vous guiderons pour un atterrissage prioritaire à l'aéroport international de Maui. J'énumérai mes qualifications, la mémoire à nouveau. Les mots défilaient dans l'ordre qu'il m'avait inculqué il y a si longtemps. Le contrôleur marqua une pause, puis reprit. Compris. Vol 482. Vous êtes autorisé à descendre à 10 000 pieds. Réduisez la vitesse à 240 nœuds et préparez-vous à l'approche. Bien reçu, dis-je, mes mains se dirigeant vers le volant, le faisant avancer doucement tandis que l'altimètre entamait sa lente et régulière descente. Les moteurs grondaient, le nez piqué et l'horizon s'inclinaient juste assez pour me rappeler la confiance que ces passagers accordaient à un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré. J'ai laissé ce poids retomber sur mes épaules, comme je l'avais fait à l'entraînement. À l'époque où chaque vol ressemblait à un examen que je ne pouvais pas me permettre de rater. Sauf que ce n'était pas un entraînement. C'était la réalité, et la vie de 200 âmes dépendait de moi pour réussir. Un léger mouvement dans la cabine a attiré mon attention.
par la petite fenêtre de la porte du cockpit, j'ai vu le visage pâle de Cambria, les lèvres pincées, les yeux écarquillés par une peur que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. On aurait dit qu'elle voulait franchir cette porte pour me poser 1000 questions et me rappeler tous les échecs qu'elle avait répertoriés pendant notre mariage. Mais elle est restée immobile, et j'en étais reconnaissant. Je n'avais plus de place pour ces jeux maintenant. Les nuages dehors flottaient en douces couches grises, compagnons constants des longues minutes silencieuses qui ont suivi. Je gardais les mains immobiles, mon regard allant de l'instrument à l'horizon, d'avant en arrière, à un rythme aussi familier que la respiration. Je me souvenais de mon instructeur, un vieux commandant de bord nerveux à la voix grave, me disant un jour, la clé pour survoler les rivières, c'est de respecter le ciel. Ne le combattez pas, dansez avec lui. Ce souvenir me fit sourire, et un léger pincement de lèvres me fit presque mal. Danser avec lui. Je pouvais le faire. Vol 482. Virage à gauche, cap 250. La tour m'appela. Je répondis en tournant le manche d'une main douce et experte. L'avion s'inclinait gracieusement, les nuages se déplaçant au loin comme des vagues au ralenti. Le cockpit me semblait désormais un sanctuaire, un lieu où le bruit de mon mariage raté, mon orgueil blessé, mes années de boulots inadaptés, tout cela n'avait plus d'importance. Ici, j'étais l'homme aux commandes. L'homme qui s'était entraîné pour ce moment. L'homme qui, malgré tout, n'avait jamais cessé d'être pilote. La liste de contrôles d'approche résonnait dans ma tête. Volet, train d'atterrissage, aérofrein. Mes mains bougeaient avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si le cockpit avait toujours attendu mon retour. La voix de la tour résonna de nouveau, plus douce, un ton que je connaissais des pires nuits de mon entraînement. La voix qui savait qu'elle parlait peut-être à quelqu'un pour la dernière fois. Vol 482, Tour de Moïse. Le vent est calme. Piste 2 dégagée. Autorisation d'atterrir. Je fermai les yeux l'espace d'un instant et expirai. Compris, Tour de Moïse. Le vol 482 est autorisé à atterrir. Ramenons-le à la maison. Je lâchai le manche. L'avion réagissait avec la grâce d'un pur sang bien dressé. La piste apparut à travers une trouée. Dans les nuages, une fine ligne grise s'étirant comme une promesse. Mon cœur battit une fois, 2 fois, puis se calma. J'avais déjà fait ça à l'entraînement, dans des simulations de combat, même dans des cauchemars, mais jamais comme ça. Jamais avec autant d'enjeux. Les roues effleurèrent le tarmac, l'avion s'agita tandis que l'inversion de poussée s'activait. Les freins s'engagèrent, le moteur s'éteignit, et l'avion ralentit, s'immobilisant en roue libre. Je laissai mes mains reposer sur le volant, l'adrénaline me quittant comme une marée. Mon regard se posa sur le reflet dans la vitre du cockpit. L'homme me fixait avec des yeux fatigués mais un sourire constant. Le capitaine Rivers, le décrocheur qui n'avait jamais vraiment disparu du ciel. J'entendais presque les applaudissements de la cabine, mais je n'en avais pas besoin. J'avais fait ce que j'étais censé faire. Derrière moi, la porte du cockpit s'ouvrit. Une hôtesse de l'air passa la tête, les larmes aux yeux. « Merci », murmura-t-elle d'une voix brisée. J'acquiesçai, la gorge serrée. Dehors, la piste s'étendait sous le soleil éclatant d'Hawaï, les nuages flottant au-dessus comme de vieux amis. J'avais repris l'avion. Non pas par obligation, mais parce que j'étais né pour ça. Les roues effleurèrent le tarmac avec un bruit qui fit vibrer les compartiments supérieurs et laissa un sifflement de surprise dans la cabine, mais je le remarquai à peine. Mes mains étaient fermement posées sur le volant, guidant l'avion avec une précision experte. La piste se brouillait sous nos pieds, des lignes blanches et noires défilaient comme un souvenir que je n'avais pas lâché. Les moteurs vrombissaient jusqu'au ralenti. Les freins s'engagèrent et le nez s'inclina doucement tandis que l'avion s'immobilisait lentement et délibérément. L'espace d'un instant, le silence dans le cockpit me parut comme une pause entre 2 chapitres de ma vie. L'endroit où une histoire se terminait et une autre commençait. Des applaudissements jaillirent de la cabine derrière moi, soudains et tonitruants. Un cœur de soulagement et de gratitude emplit l'espace d'une chaleur inattendue. Je n'en avais pas besoin. Les louanges n'avaient jamais été mon carburant. Mais à cet instant, j'eus l'impression que l'univers lui-même me disait que j'étais revenu. J'avais accompli ce qu'il pensait que je ne pouvais pas faire. Je laissai échapper un long soupir, relâchant la tension qui me pesait sur les épaules depuis le premier appel grésillant dans le haut-parleur. Je tournai légèrement la tête, apercevant mon reflet dans la vitre sombre du cockpit. Un homme aux yeux fatigués, avec une barbe de 3 jours,
mais une sorte de triomphe discret dans les traits de son visage. Le capitaine Rivers, l'homme qui avait abandonné, l'homme qui n'avait jamais arrêté de voler. Une hôtesse de l'air frappa doucement à la porte, les yeux brillants et les joues rouges. « On est tranquille », dit-elle doucement, presque avec révérence. « L'équipe médicale est prête. La sécurité de l'aéroport est prête. Vous avez réussi. » J'acquiesçai. Ma voix oscillait entre soulagement et épuisement. « Merci », réussis-je à dire, mais elle était déjà en mouvement, ouvrant la porte et s'écartant tandis que les ambulanciers se précipitaient à l'intérieur, leur voix vive et efficace s'occupant du commandant et du copilote. Je me levai lentement, mes jambes se souvenant de la façon de supporter le poids, et sortis du cockpit pour rejoindre l'allée. Les yeux des passagers me trouvèrent instantanément, certains larmoyants, d'autres écarquillés d'admiration, d'autres simplement stupéfaits que l'homme qu'ils avaient à peine remarqué au début du vol les ait sauvés. Bob fut le premier visage familier que je vis, son tablier toujours noué autour de la taille, une fleur sur la joue comme s'il sortait tout droit de la cuisine. « Tu as piloté ce foutu avion », rugit-il en m'enlaçant d'une étreinte qui faillit me fendre les côtes. « Légende », rit-il. Mais il y avait une nuance dans sa voix, une note qui me disait qu'il savait exactement combien cet atterrissage m'avait coûté en sueur et en souvenirs. Je lui ai tapé l'épaule, son rire soulageant une tension dans ma poitrine. « Ouais », dis-je d'une voix rauque mais assurée. Je pilotais l'avion. Derrière lui, Cambria se tenait figé, le visage pâle, les bras croisés sur son chemisier de créateur. Ses yeux étaient vitreux, écarquillés, le masque parfait de quelqu'un qui regardait sa réalité soigneusement construite se briser en temps réel. Elle essaya de parler, les lèvres entr'ouvertes dans une supplication silencieuse que je n'entendais pas, mais je détournai le regard avant qu'elle ne puisse formuler ces mots. Je n'avais pas besoin de ses excuses ni de ses explications. Plus maintenant. Une journaliste en blazer et badge de presse hâtivement attachée s'est précipitée. Le micro tendu comme une arme. « Monsieur, est-il vrai que vous êtes un marginal ? Que vous n'étiez qu'un passager lorsque cela s'est produit ?» Je la regardai dans les yeux, la chaleur du soleil hawaïen derrière elle la faisant plisser les yeux. « Je ne bronchais pas, non, » dis-je d'une voix égale, ma voix couvrant le ronronnement des moteurs qui s'éteignaient. « Je ne suis pas qu'un passager. Je suis Ghislaine Rivers. Capitaine Rivers. J'étais en vol et je viens de ramener cet avion à la maison. » Elle hésita, le micro baissant tandis que mes paroles s'imprégnaient. Je lui adressai un signe de tête, tournai le dos aux questions et sortis sur le tarmac. Le soleil me frappa comme une bénédiction. Chaud, éclatant, sans complexe. Je le sentis pénétrer ma peau, l'air salin picotant avec les vapeurs des moteurs. La foule s'écarta, des murmures me suivant comme des ombres. La voix de Cambria me suivit, douce et brisée. « C'est votre restaurant ?» Je me suis retourné et je l'ai vu debout au bord de l'escalier, les yeux écarquillés de confusion. J'ai secoué la tête, un petit sourire aux lèvres. « Non, Cam, c'est le sien », ai-je dit en désignant Bob. « J'ai juste sauvé les passagers. » Sur ce, je me suis éloigné de l'avion du passé qui avait tant essayé de me maintenir sur terre. Le ciel m'attendait toujours, et j'étais toujours prêt à m'envoler. Dans le restaurant de Bob, l'air était chargé d'une odeur de thon poêlé et de beurre à l'ail, le grésillement des poêles dans la cuisine ouverte se mêlait au cliquetis des verres et au murmure des conversations. À peine avais-je franchi la porte que l'endroit s'est enflammé. Des chefs en blouse blanche, des peseurs en tablier vous demandent, et même quelques touristes serrant des guides et des cocktails à moitié finis. Ils se sont tous tournés vers moi comme si je sortais d'un écran de cinéma. Une acclamation soudaine et spontanée a retenti. Et pendant un instant, ce son apaisa la tension dans mes épaules, l'adrénaline qui m'avait porté tout au long du vol commençant enfin à refluer. Bob était au centre d'eux. Tout, les bras tendus comme un père fier. « Tu as piloté ce foutu avion, mon frère », rugit-il, la voix brisée par l'émotion. Il me serra dans ses bras, me coupant presque le souffle. Son rire, chaleureux et lumineux, était exactement ce dont j'avais besoin. « Tu es un héros », dit-il en se reculant, les yeux brillants. Je réussis à sourire, même si mon sourire était un peu fragile. « J'ai juste fait ce que j'avais à faire », dis-je. Mais même comme je l'ai dit, j'ai senti la vérité de celle-ci s'installer dans mes os. Je l'avais fait. J'avais piloté l'avion. Je les ai ramenés à la maison. Le personnel a envahi autour de moi. Des serveurs avec des bloc-notes, sous-chefs avec des tabliers tachés de sauce, même le lave-vaisselle portant toujours quelque chose d'incroyable.
Je les ai laissés appartenir à tout ce qu'il avait jamais essayé. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait une pause. Jugement, quelque chose comme le respect. Il s'avança, tendant une main, et je l'ai pris, sa préhension est chaleureuse. Ma femme m'a dit que tu me disais avec, a-t-il dit, sa voix basse mais stable, les mots soigneusement choisis. Je ne m'attendais pas à quelqu'un de si accompli. Il s'arrêta, fouillant mon visage comme s'il essayait de donner un sens à l'homme debout devant lui. J'ai laissé échapper un petit rire, secouant la tête. Elle n'a pas non plus, ai-je dit, les mots goûtant comme une vérité que je n'avais pas prononcée depuis des années. Il sourit à ça, un vrai sourire qui frappa les coins de ses yeux. Elle a dit, vous avez abandonné, a-t-il poursuivi, la voix douce, comme s'il n'était pas sûr s'il devait demander. J'ai haussé les épaules, le mouvement lâche et facile. Je suis plutôt tombé dans la vie, dis-je, sentant que la vieille douleur reculait, remplacée par quelque chose de plus léger, plus libre. Il a ri, et c'était authentique, comme nous tous deux partageons un secret que ni Cambria ni son monde diamant ne pouvaient toucher. Autour de nous, le restaurant bourdonnait de vie. Plaques tirant, verres étant richés, les serveurs s'étalant entre des tables avec une grâce pratiquée. Je pouvais entendre l'équipage de la cuisine crier des commandes, le rythme constant des couteaux sur les planches à découper, le sifflement de l'huile et du pantalon. Cela semblait réel, tangible, un rappel que tout dans la vie n'a pas été enveloppé dans des étiquettes de fantaisie ou des étiquettes de prix. Certaines choses comme ce moment, comme la sensation d'un sol solide sous mes pieds après un vol qui aurait pu se terminer par une catastrophe, étaient inestimables. Mike s'éclaircit la gorge, ses yeux réfléchis. Vous savez, dit-il, sa voix plus calme maintenant. Elle n'a jamais mentionné à quel point vous êtes courageux. Ou que vous pourriez faire quelque chose comme ça. Il s'arrêta, regardant son boisson, les doigts traçant la condensation sur le verre. Je suppose que j'apprends beaucoup ce soir. Je l'ai étudié un instant. L'homme qui avait pris la place que je détenais. Il était différent de moi dans presque tous les sens. Mais à cet instant, j'ai vu quelque chose de familier. Un homme qui avait été aveuglé par la personne qu'il pensait savoir. Un homme qui avait cru le meilleur d'elle jusqu'à ce que le pire se manifeste à l'improviste. Je n'ai pas dit de cela. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Nous apprenons tous, ai-je dit. Les mots portant plus de poids que je ne le pensais. Il a levé les yeux, je suis stable, et pour la première fois, j'ai réalisé qu'il n'était pas l'ennemi que j'avais imaginé dans ma tête. Il était juste un autre gars essayant de donner un sens au gâchis que Cambrio a laissé dans son réveil. Tu es un bon homme, Jalen, dit-il, je me suis dit. Quelque chose de réglé entre nous, une compréhension qui a fait une compréhension avec elle avec le type d'homme que nous avons choisi. Tenez-vous à voler, dis-je. Enroulant autour de moi comme un vieil ami. Le poids sur ma poitrine était plus léger, l'air plus clair. Je n'étais plus seulement le mec de décroche. J'étais l'homme qui avait piloté l'avion, l'homme qui avait sauvé la journée. Et pas de bague coûteuse, pas de parfum de créateur, aucune vie soigneusement organisée ne pouvait me retirer. Alors que je traversais le restaurant, les gens ont tendu la main pour me toucher la main, pour me remercier, pour me raconter leurs histoires de peur et de soulagement. J'ai écouté, hochant la tête, sentant que chaque mot s'enfonce comme une bombe sur une vieille blessure. Derrière tous les anneaux chers, chaque image soigneusement construite, il y avait de vraies personnes, effrayées, reconnaissantes, humaines. Je le ressentais plus que jamais. Et alors que je sortais dans la nuit chaude de Moïse, les étoiles au-dessus et la brise de sel sur mon visage, j'ai réalisé quelque chose. C'était mon ciel, ma vie, ma chance de voler à nouveau selon mes propres conditions. Et rien, personne n'allait me faire tomber. Je ne pouvais pas dormir cette nuit basilic et pin, où la brise de l'océan s'enroula autour des rideaux comme une promesse de paix. Mais la paix était quelque chose qui se sentait juste hors de portée. Je m'allongeai sur le petit lit, fixant le plafond, sentant la journée me rattraper dans des vagues. Le vol, le cockpit, les applaudissements du terminal. Les yeux de Cambria à la fin, larges et effrayés, la façon dont elle m'avait atteint comme une bouée de sauvetage qu'elle ne méritait pas. J'ai roulé, essayant de laisser le sommeil me prendre, mais mon téléphone a bourdonné sur la table de nuit. La lueur dure dans l'obscurité. Je l'ai atteint, à moitié attendant une autre mise à jour de la compagnie aérienne, un message de la tour, ou peut-être Bob me demandant si j'avais besoin de quelque chose, mais le nom à l'écran a fait resserrer mon estomac. Cambria. Le temps lu à 2h14, je l'ai glissé, et il était là. S'il vous plaît,
ne dites pas à Mike la vérité sur nous. Il n'a pas besoin de savoir ce que j'étais à l'époque. J'ai lu le message 2 fois. Ces mots vacillaient comme des braises. La vérité sur nous. Sur la façon dont elle m'a traité. Le dépréciation. La façon dont elle a échangé ma fidélité contre le statut. Ma confiance pour les plus grands comptes bancaires et les trophées plus brillants. La façon dont elle a ri quand j'ai dit que je voulais voler à nouveau. M'a dit que je ne serais jamais rien de plus qu'un mec de décroche avec un rêve brisé. J'ai pensé à Mike avec son sourire clean cut et son rire facile. La façon dont il m'avait serré la main et m'a appelé un homme bon. La façon dont il m'a remercié devant tout le monde au restaurant, les yeux brillants de gratitude et autre chose. Soulagement, peut-être. J'ai imaginé son visage. La façon dont il regarda Cambria comme si elle était le centre de son monde, et quelque chose en moi se serra. Je pourrais la ruiner avec 5 phrases. Je pourrais ouvrir la coquille parfaite qu'elle avait construite autour d'elle et lui laisser voir la pourriture en dessous. Ce serait si facile. Mais facile, je n'ai jamais été suffisant. J'ai regardé l'écran, son message toujours là, les poings en bas vacillant comme si elle tapait à nouveau. Puis ils ont disparu. Je l'ai imaginé quelque part dans une suite avec des draps en soie ou peut-être dans une chambre d'hôtel froide avec les lumières de la ville à l'extérieur. Je me demandais si elle pleurait ou si ses doigts tremblaient en tapant. Mais ensuite je me suis souvenu du sourire narquois sur son visage quand elle m'avait appelé Dropout mec. La façon dont elle a rejeté ma vie, mes choix, ma dignité. J'ai pensé aux passagers de cet avion, aux agents de bord des larmes lorsque nous avions atterri, l'étreinte de Bob qui semblait plus réelle que tout ce que j'avais avec elle. Je me souvenais de la poignée de main de Mike et de la façon dont son respect avait ressenti une bouée de sauvetage. J'ai pensé à l'homme que j'avais été dans ce cockpit seul avec le ciel, les instruments et le poids de 200 âmes. L'homme qui les a tous ramenés à la maison. C'était l'homme que je voulais être. Pas celui qui échangerait des douleurs pour la vengeance. Pas celui qui répondrait à son plaidoyer avec une arme. J'ai tapé 2 mots, pas de souci et j'ai frappé send. Mon pouce a plané un instant sur l'écran avant de verrouiller le téléphone et de le remettre sur la table de nuit. L'air était plus frais maintenant, le bourdonnement de l'océan à l'extérieur, apaisant dans sa régularité. J'ai roulé sur mon dos et j'ai regardé à nouveau le plafond, ma poitrine se sent plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La vérité trouve toujours son chemin. J'avais appris cela à la dure. Elle n'avait pas besoin de mon aide pour ruiner sa propre vie. Elle avait déjà cousu les graines. Je n'étais plus son équipe de nettoyage. L'horloge sur la table de chevet est passée après 3 heures chaque minute, un rappel doux que le temps n'a fait que s'avancer. J'ai écouté les faibles sons de la rue sous les vagues contre le sable. Le bourdonnement lointain de voitures se dirigeant vers des fêtes tard dans la nuit ou des voyages de pêche tôt le matin. La vie avançait, que je la regarde ou non. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais. Le poids des vieilles blessures se soulève enfin. J'avais choisi ma propre paix, mon propre chemin. J'avais choisi de ne pas être l'homme qui a traîné quelqu'un d'autre juste pour prouver un point. Demain viendrait avec ses propres défis. Une rencontre avec la compagnie aérienne, une déclaration à la presse, peut-être même un appel de la FAA, mais je fais face à tout cela en tant que capitaine Rivers, l'homme qui a volé l'avion et les a ramenés à la maison. Pas le mec de décroche, pas l'ex-mari avec une hache à moudre. Juste moi debout sur mes propres pieds, regardant le monde dans les yeux. J'ai fermé les yeux, l'obscurité derrière mes couvercles, un soulagement bienvenu de la lueur de l'écran du téléphone. J'ai pensé aux passagers applaudis, de Bob S. Hugh, de la gratitude tranquille de Mike. J'ai pensé au bourdonnement des moteurs et à la façon dont l'avion avait répondu à mon contact, la façon dont il m'avait fait confiance pour le faire tomber en toute sécurité. Et je savais, peu importe ce que Cambria pensait qu'elle savait de moi, peu importe ce qu'elle se disait au milieu de la nuit, je n'étais plus l'homme qu'elle avait laissé. J'étais quelque chose de plus, quelque chose de plus fort. Et comme le sommeil m'a finalement revendiqué, j'ai senti le dernier morceau de sa poignée se glisser comme de la fumée, ne laissant que la certitude silencieuse du ciel et de ma place dedans. Le matin après ce message, c'était la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'être finalement sorti de son ombre. Je me suis réveillé aux doux chutes des vagues de l'océan, une douce brise glissant à travers les fenêtres alates de la chambre d'amis de Bob, portant le pêcher de sel et d'hibiscus. Je pouvais entendre le cliquetis de la préparation du petit déjeuner dans la cuisine ci-dessous. L'équipage de Bob se prépare pour la journée. La vie allait de l'avant. Débutant par les jeux de Cambria. Et moi aussi.
Je me suis étiré, roulant mes épaules pour élaborer la tension qui s'était installée là-bas, un reste du poids de ce vol et des années de chargement des charges qui n'étaient pas à moi. Mon téléphone a bourdonné sur la table de nuit et j'ai ressenti un scintillement d'irritation, à moitié attendant un autre message du milieu de la nuit d'elle. Mais c'était une alerte de la compagnie aérienne, des documents de routine, un suivi sur l'atterrissage d'urgence, une demande de débriefage avec la FAA. Les affaires comme d'habitude pour un homme qui avait fait son travail. J'ai laissé échapper une inspiration et a envoyé un texto à Bob pour lui faire savoir que je serais en 1 minute. Quand je suis arrivé à la cuisine, il se tenait au poêle, une spatule dans une main et un sourire qui s'étendait d'une oreille à l'autre. « Héros du matin », a-t-il dit, retournant une crêpe comme si c'était la chose la plus simple du monde. « Le café est frais. Je pensais que vous en auriez besoin après le fiasco d'hier. » J'ai ri, le son plus léger que je ne l'avais ressenti depuis des mois. « Vous avez bien compris, » dis-je, saisissant une tasse et me versant une aide généreuse. J'ai pris une gorgée, savourant la chaleur et la fluidité qui se sentaient toujours comme à la maison. Bob m'a regardé par-dessus son épaule. « Je suis tranchant mais gentil. »« Tu dors du tout ?» il a demandé. J'ai hoché la tête. Finalement, j'ai dit, et il n'a pas appuyé. Nous nous sommes installés à la petite table près de la fenêtre, la vue sur l'océan s'étendant au-delà des palmiers. C'était le genre de matin que j'avais toujours imaginé pour moi. Simple, honnête, gratuit. Et pour une fois, je me sentais comme si je l'avais gagné. Bob se pencha en arrière sur sa chaise, me regardant. « Vous allez appeler la FAA aujourd'hui ?» il a demandé. « Ouais, » j'ai dit. « Ils voudront ma déclaration, leur boîte vérifiée. » Je m'arrêtai, mon regard dérivant vers les vagues. « C'est bien. Je ne me cache pas. » Il hocha la tête, son sourire devenant sérieux. « Et elle ?» demanda-t-il, voix douce mais pointue. Je soupirai. « Cambria a son propre désordre à nettoyer, ai-je dit. Je ne fais plus partie de ça. » Bob sourit, élevant son café dans un toast. « C'est l'esprit. Je pensais que ce serait la fin, mais la vie a une façon de lancer des boules de courbe lorsque vous vous y attendez le moins. » J'ai passé l'après-midi à aider l'équipage de Bob avec la ruée vers le déjeuner, busboy 1 minute, su-chef le suivant, en riant avec des touristes et en rattrapant les vieux amis de l'île. C'était bien utile sans que les attentes de personne ne me séduisent. Au moment où j'ai essuyé la dernière table et je suis sorti pour une bouffée d'air frais. Le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel dans des stries d'or et de corail. C'est là que je l'ai vu, Mike. Il se tenait près du bar en plein air, sa posture raide, les mains poussées dans ses poches, les yeux perdus quelque part au milieu. Il avait l'air plus mince, les lignes de bronzage sur ses bras plus nettes, le sourire facile disparu. J'ai ressenti une pan de quelque chose de pitié peut-être, ou de l'empathie. Il avait été l'homme qui avait pris ma place, et maintenant il était ici seul, portant sa propre version de ce que je vivais. Mike m'appelait-je en traversant le pont. Il se tourna, ses yeux éclairants quand il m'a vu. Gélène, dit-il, sa voix rugueuse, comme s'il s'était battu pour le maintenir toute la journée. J'ai hoché la tête, offrant un petit sourire. « Ça va ?» j'ai demandé. Il rit, un son cassant qui n'atteint pas ses yeux. « Elle est partie, dit-il, et les mots tombèrent entre nous comme une pierre. J'ai senti le souffle attrapé dans ma poitrine, même si je n'aurais pas dû être surpris. « Partie, répétai-je. Il hocha la tête, fixant les palmiers comme s'il pouvait offrir une explication. Il a emballé ses affaires hier soir, a-t-il déclaré. A laissé une note, a dit qu'elle avait besoin de temps pour penser, avait besoin d'espace. Je l'ai entendue au téléphone avec un ami l'autre soir. Elle riait à quel point il était facile de me jouer, à quel point j'étais stupide pour croire en elle. Sa voix craqua et il secoua la tête. Je pensais qu'elle m'aimait, murmura-t-il. J'ai tendu la main, une main sur son épaule, le geste solide et honnête. Mais tu n'es pas le premier, dis-je doucement, ma voix stable. Soyez juste le dernier. Il cligna des yeux vers moi, une larme glissant sur sa joue. Comment y avez-vous survécu ? demanda-t-il, ses yeux fouillant les miens comme un homme à la recherche d'une carte dans l'obscurité. J'ai pris une respiration lente, les souvenirs qui remontent. Il hocha la tête, sa mâchoire tremblant alors qu'il essayait d'avaler le chagrin. Je me sens comme un imbécile, murmura-t-il. J'ai secoué la tête. Tu l'as aimé, dis-je. Ce n'est jamais stupide.
Mais elle a fait des choix, et maintenant vous pouvez faire le vôtre. Il m'a regardé alors, m'a vraiment regardé comme si je me voyais pour la première fois. Merci, a-t-il dit, sa voix plus forte maintenant pour tout. J'ai serré son épaule, puis je lâche prise. Allez trouver votre propre paix, dis-je. Ne la laissez pas voler. Il est parti peu de temps après, un petit duffel suspendu par-dessus son épaule, sa posture déjà plus droite, ses yeux plus brillants. Je l'ai regardé disparaître sur le chemin de la plage, le soleil attrapant le sable et le peignant en or. Je me tenais là pendant longtemps, sentant la brise de l'océan sur mon visage, les derniers rayons de la lumière du soleil réchauffant ma peau. Cambria avait laissé une marque sur nous deux, mais cela n'avait pas à nous définir. Nous étions tous les deux libres maintenant à notre manière. Alors que la nuit se glissait, je suis retourné vers le restaurant, les bruits de rire et les verres qui tiennent dans les airs. L'odeur de poisson grillé et de curry de noix de coco a parcouru le pont. Je m'arrêtai à la porte, regardant le ciel, clair, vaste, sans fin. J'ai pensé au cockpit, la sensation du jaune dans mes mains, la façon dont l'avion m'avait fait confiance pour le ramener à la maison. J'ai pensé à la façon dont mon cœur s'était stabilisé à ce moment-là, la façon dont l'homme que j'avais toujours été avait avancé. Je n'étais plus défini par elle ou par le nom qu'elle m'avait appelé ou par les erreurs que nous avions commises ensemble. J'ai été défini par les choix que j'avais faits lorsque le monde avait le plus besoin de moi. J'ai été défini par l'homme qui les a ramenés à la maison. Et alors que je monte dans la chaleur du restaurant, accueilli par le sourire de Bob et le rire d'Amy, je savais une chose à coup sûr. J'étais prêt à vivre ma vie à ma façon. Plus d'ombre, plus de doute, juste le ciel ouvert, le bourdonnement régulier des moteurs et la promesse de nouveaux débuts qui attendent juste au-delà des nuages. Cambria avait toujours su faire une sortie. Même après que l'avion a atterri et que les passagers étaient en sécurité, elle s'accrochait à ses illusions comme une bouée de sauvetage, se terminant dans la même confiance fragile qui l'avait transportée à chaque dîner, à chaque boutique, à chaque petit triomphe qu'elle avait parade sur les réseaux sociaux. Mais les illusions ne durent que aussi longtemps que quelqu'un est disposé à le croire. Et au moment où l'aube rose de Moïse s'est répandue sur le tarmac ce matin-là, même Cambria ne pouvait plus faire semblant. Elle a quitté Moïse comme elle était arrivée, tranquillement avec juste assez de drame pour garder sa dignité intacte. Un vol privé hors de cas à lui, pas de presse, pas d'adieu. Bob avait entendu un portier qui avait entendu parler d'un conducteur qu'elle était retournée chez ses parents à Phoenix. Le même endroit qu'elle avait appelé une fois temporaire quand elle m'a quitté. Cette fois, cependant, c'était final, comme la dernière ligne d'une chanson qu'elle ne voulait plus chanter. La rumeur disait qu'elle travaillait à temps partiel dans une boutique au centre-ville, vendant des vêtements coûteux qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter elle-même. J'y ai pensé parfois. La femme qui avait l'habitude de mesurer sa valeur dans les carottes et les noms de marque, se tenant maintenant derrière un comptoir, sonnant des clients qui ne connaîtraient pas son histoire, même si elle le criait. J'aimerais dire que je me sentais désolé pour elle. Peut-être que je l'ai fait. Et une petite partie obstinée de moi qui se souvenait encore de la fille qui avait été une fois assez douce pour s'endormir avec sa tête sur ma poitrine. Mais cette partie de moi avait été enterrée sous trop d'épaules froides et des prières condescendantes. Je ne lui ai pas dû ma pitié. Plus maintenant. Mike avait prospéré sans elle. Il a trouvé son rythme dans les semaines qui ont suivi, réservant des vols d'affaires, accueillant des dîners caritatifs, le genre d'homme qui se serra la main et regardait les gens dans les yeux sans tressaillir. Je verrais son nom apparaître dans des papiers locaux parfois, toujours avec ce même sourire facile et une citation sur la communauté ou la croissance. La première fois que j'ai vu une photo de lui sur le tarmac avec un maire local, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il a trouvé ses propres ailes et loin. Peut-être que nous devions tous les deux nous écraser pour réapprendre à voler. Quant à moi, les appels ont continué à venir. Les compagnies aériennes, les médias, la FAA, les pilotes qui avaient entendu l'histoire et voulaient m'acheter un verre. Certains jours, c'était comme si le monde entier voulait un morceau de l'homme qui avait atterri l'avion. J'ai essayé de le laisser me laver, j'ai pris les appels, signé la paperasse, répondu aux questions, mais dans les moments calmes, je me suis retrouvé à remonter dans le ciel. J'ai commencé à passer plus de temps dans le petit aéroport local, une seule piste au bord de la ville où les amateurs ont bricolé de vieux Cessna et ont enseigné aux touristes à voler. Ils levaient les yeux, me voyaient traverser le tarmac et me donnaient ce signe de tête. Le type de respect qui n'a pas besoin d'applaudissements pour être réel. Un après-midi, j'attendais un chèque météorologique quand je l'ai vue. Cambria à bord d'un autre avion. Elle portait un blazer foncé, ses cheveux attachés d'une manière qui était censée avoir l'air sans effort,
mais n'a pas caché la tension dans ses épaules. Elle a déménagé comme quelqu'un qui se préparait pour l'impact. Les yeux baissés, pas rapidement. Je me demandais si elle m'avait vu, si elle avait ressenti la même tension dans sa poitrine que j'avais la dernière fois que nous avions verrouillé les yeux. Mais elle n'a pas fait une pause, n'a pas l'air, n'a pas agi. Elle a juste disparu par la porte de l'embarquement comme un fantôme dont la hantise était enfin terminée. Et à ce moment-là, je ressentais quelque chose que je ne m'attendais pas: soulagement. Elle ne me devait pas des excuses, et je ne lui devais pas pardon. Le passé s'était produit. Nous l'avons tous les deux vécu, mais c'était fini maintenant. J'ai retourné mon regard vers le tarmac, regardant un jeune pilote faire le plein d'un petit avion. Ses mains sûres, sa posture facile. Je l'ai envié pendant une seconde, son départ propre, sa piste grande ouverte. Mais ensuite j'ai attrapé mon reflet dans le verre et j'ai vu les lignes autour de mes yeux, les mains stables qui avaient guidé un avion à travers le ciel. Quand personne d'autre ne le pouvait. J'ai réalisé que mon histoire n'était pas une histoire édifiante ou une note de bas de page dans la biographie de quelqu'un d'autre. C'était le mien, et je l'avais écrit comme je le voulais, chapitre par chapitre, mile de mile. Une semaine plus tard, j'ai signé en tant qu'instructeur à l'aérodrome local. Ce n'était pas glamour, pas d'uniforme de fantaisie ni de salon de classe à faire, mais c'était bien. Chaque matin, je promeus le tarmac, le presse-papier à la main, saluant les étudiants nerveux qui pensaient ne jamais décoller. Je regarderai leurs yeux s'allumer quand ils ont ressenti l'ascenseur pour la première fois. Quand ils ont vu le monde d'en haut et ont réalisé qu'ils contrôlaient. Cela m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux du vol en premier lieu. Pas pour les applaudissements, mais pour la liberté, pour le silence des nuages, le bourdonnement régulier du moteur, la promesse que quelque chose était possible si vous veniez du courage de quitter le sol. Je n'ai jamais revu Cambria après cette journée à l'aéroport. Peut-être qu'elle est restée à Phoenix. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait. Cela n'avait pas d'importance. Nos chemins avaient divergé comme ils étaient toujours censés le faire. Je n'avais pas besoin d'elle pour reconnaître ce que j'avais fait ou qui je deviendrais. J'ai construit ça pour moi. Et à la fin, j'ai appris que certaines leçons ne collent que lorsque vous les avez vécues à la dure. Quelque part au-dessus du Pacifique, dans les moments calmes de mes propres vols, je penserai à elle parfois, pas avec colère ou amertume, mais avec une sorte de curiosité détachée comme si vous pensiez à un personnage dans une histoire que vous aviez lue. Elle avait fait partie de mon voyage, mais elle n'était pas la destination. Et alors que les nuages passaient et que l'océan brillait en dessous, je sentirais la roue dans mes mains, le poids de mes choix et le rythme régulier de mon cœur me disant que cette vie que j'avais sculptée pour moi était exactement là où j'étais censé être. Certaines leçons n'ont pas besoin de répéter. Il vaut mieux laisser certains vols dans le journal de bord. Et certaines histoires, peu importe comment elles se terminent, sont mieux laissées avec les pages tournées, le chapitre s'est fermé et l'horizon attendant tout ce qui vient ensuite. Les matins de l'île ont toujours commencé de la même manière. Un sion de vent à travers les paumes. Une brume salée en l'air. La lueur lente de l'aube s'étendant à l'horizon comme la douce promesse d'un nouveau jour. Je me suis mis à monter tôt avant que la cuisine du restaurant Bob ne commence à fredonner avec la préparation avant que le premier touriste ne se promène avec un écran solaire et des questions. Ces moments calmes étaient à moi sans interruption. Honnête, juste la mer, le ciel et la liberté qui les accompagnaient. J'avais trouvé un rythme ici que je ne savais pas que j'avais besoin. Le petit aérodrome juste à l'extérieur de la ville était devenu ma deuxième maison. Son tarmac fissuré et sa clôture en chêne sont familiers et réconfortants. J'y ai passé des heures à entraîner de nouveaux pilotes, à bricoler d'anciens avions, à partager des histoires de problèmes de moteur et de proches et de frissons de décollage. C'est le genre de travail qui m'a rappelé pourquoi je suis tombé amoureux du ciel en premier lieu. Pas la gloire, pas les gros titres, juste l'émerveillement pur silencieux du vol. Un matin, j'étais assis dans la vieille chaise en métal près du cintre, un thermos de café à mes côtés, quand j'ai vu une jeune femme, au début de la vingtaine, des nerfs écrits sur son visage, marchant vers moi avec un presse-papier serré comme un bouclier. Son nom était Lisa. Elle avait grandi ici, mais n'avait jamais quitté le sol. Elle voulait être pilote parce qu'elle avait regardé son père travailler les champs de Sugars, rêvant toujours de quelque chose de plus grand. J'ai reconnu ce regard dans ses yeux. La faim de faire ses preuves. La peur qu'elle ne soit peut-être pas suffisante. J'aurais aussi porté ce look une fois. Premier solo aujourd'hui. Ai-je demandé, debout et offrant un sourire constant. Elle hocha la tête, les yeux écarquillés, la voix petite. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, chuchota-t-elle.
Je me rapprochai, baissant ma voix. Lisa, la partie la plus difficile du vol est de vous faire confiance, ai-je dit. Vous avez formé. Vous connaissez cet avion. Tu connais ce type. Ayez confiance que le travail que vous avez mis vous tiendra. Ses épaules se détendaient juste un peu, son souffle se rattrapant dans sa gorge. Tu le penses vraiment, elle a demandé. J'ai souri. Je le sais. J'ai regardé depuis le sol pendant qu'elle se répandait, le petit avion roulant sur la piste. Mon cœur a frappé le temps avec le rugissement du moteur. Puis, avec un ascenseur gracieux, elle était en l'air, et j'ai ressenti ce même vieux frisson, la ruée de la possibilité, l'émerveillement qui n'a jamais disparu, peu importe combien de fois je l'ai vu se produire. Quand elle a atterri, souriant et essoufflée. J'attendais. Elle a couru vers moi, des larmes de joie dans ses yeux, et je l'ai frappée sur l'épaule. Bienvenue dans le ciel, dis-je. Ces moments sont devenus la mesure de mes jours. De petites victoires, des triomphes tranquilles qui m'ont rappelé qui j'étais et pourquoi j'avais choisi cette vie. Les journaux étaient passés de l'histoire de l'homme qui avait décroché l'avion. Les interviews s'étaient asséchées, les journalistes dérivant vers la tragédie ou le triomphe suivant, et c'était bien pour moi. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais le mien. De temps en temps, quelqu'un mentionnait Cambria, son nom tombait avec désinvolture par un vieil ami ou un touriste qui avait suivi les gros titres. Je hoche la tête poliment, laisse les mots me rouler comme de la pluie. Je ne portais plus son ombre. Elle avait laissé sa marque, mais j'avais choisi de ne pas la laisser me définir. L'homme qu'elle avait appelé une fois le mec de décroche était devenu l'homme qui avait appris aux autres à voler. L'homme qui a atterri l'avion. L'homme qui a vécu sa propre histoire. Parfois, à la fin d'une longue journée, je marchais jusqu'au bord de l'aérodrome où le tarmac a rencontré la mer. Je resterais là alors que le soleil coulait sous l'horizon, peignant l'eau en or fondu et réfléchissais à la distance que je venais. Je me souviens de ce jour-là dans l'avion, la façon dont la voie de Cambria m'avait traversé, la façon dont la cabine s'était ressentie comme une prison, la façon dont le cockpit s'était senti comme à la maison. Je pense à la façon dont le jaune avait adapté mes mains, la façon dont le ciel m'avait fait confiance pour les ramener à la maison. Et je souris en sachant que j'avais choisi de continuer à voler alors qu'il aurait été plus facile d'arrêter. Le succès, disent-ils, est la meilleure vengeance. Mais j'avais appris que ce n'était pas vrai. Morceau. Paix en sachant qui vous êtes, ce que vous avez surmonté et où vous vous dirigez. Paix en sachant que les ombres que vous avez l'habitude de craindre ne vous tiennent plus. J'avais trouvé cette paix ici dans le bourdonnement régulier des moteurs, dans le rire des étudiants dans le ciel ouvert sans fin. Un soir, alors que le dernier avion de la journée s'arrêtait, Lisa a couru vers moi, essoufflée, les yeux. Je l'ai fait, s'est-elle exclamée. Cross-country solo. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Jalen. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Fierté peut-être, ou une sorte de joie tranquille. Vous l'avez fait, dis-je. Je vous ai juste rappelé que vous le pouviez. Elle m'a serré dans ses bras rapidement et féroce, puis s'est précipitée pour appeler son père. Je l'ai regardé partir, le vent soulevant ses cheveux, le ciel au-dessus, une étoile profonde balayait le bleu. J'ai tourné mon regard vers le haut, les nuages se déplaçant comme de vieux amis, l'horizon large et accueillant. J'ai pensé à tous les kilomètres que j'avais parcourus, aux erreurs que j'avais commises, aux leçons que j'avais apprises. J'ai pensé à l'homme que je deviendrais, à la vie que j'avais construite. Et je savais que c'était mon ciel, mon histoire, ma paix. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Cambria ou de quelqu'un d'autre. J'avais gagné ma place dans le monde et personne ne pouvait me prendre ça. Je n'ai jamais été le mec de décroche. J'étais l'homme qui n'a jamais cessé de voler.